Joanneau, avocat et président fondateur de Mémoire 2000, association résolument tournée vers les jeunes générations qu'elle veut, je cite, sensibiliser contre toutes les formes d'atteinte des droits de l'homme. Maître, vous avez plaidé de nombreux procès, mais deux d'entre eux nous rapprochent sans doute plus précisément du sujet de ce soir. Le premier, en 1987, vous représentiez la LICRA contre Jean-Marie Le Pen dans ce que les médias ont appelé l'affaire du détail. Le deuxième, très récemment, en 2007, comme avocat de maître Robert Badinter, lorsque ce dernier fut attaqué en diffamation par Robert Forisson pour l'avoir qualifié de faussaire de l'histoire. Depuis 25 ans, vous vous consacrez à la lutte contre le négationnisme. Histoire, mémoire, révisionnisme, négationnisme, loi mémorielle, autant de sujets qui font débat, qui font actualité, qui vont mobiliser nos élèves cette année entière et sur lesquels nous attendons de vous quelques premières pistes de réflexion. Merci. Merci de votre accueil. On m'a demandé de venir vous parler parce que, effectivement, c'est un sujet dont je me suis préoccupé depuis bien longtemps et que je continue à m'y intéresser. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai passé une après-midi entière à travailler sur les archives en compagnie d'une historienne, Valérie Higounet, qui prépare en ce moment une biographie de Robert Forisson. Et comme elle pensait que j'avais amassé sur lui quelques documents, nous avons travaillé ensemble. C'est vous dire que le sujet n'est pas nouveau, mais qu'il est toujours actuel. Et c'est pourquoi j'ai accepté de grand cœur de venir au lycée, parce que mon activité d'avocat et même mon activité à la tête de l'association Mémoire 2000 n'a de sens que si ce combat sert l'humanité tout entière, et en particulier les jeunes générations. Parce que si c'est pour cultiver les souvenirs, la nostalgie, ou même le conflit judiciaire, ça n'en vaut pas la peine. Mais si c'est pour sauver l'humanité contre les risques de renouvellement des génocides qui ont émaillé le XXe siècle, ça, c'est une aventure. Et c'est une aventure qui doit être partagée par tous, tout le temps et perpétuellement. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de temps passé qui compte. C'est un sujet sur lequel il faut avoir réfléchi et prendre position. Alors, j'ai vu en entrant là, à l'entrée du lycée, l'affiche qui annonçait le sujet de la conférence, et il faut tout de suite s'entendre sur les mots, puisqu'elle est annoncée comme conférence sur le révisionnisme, alors qu'en réalité, c'est du négationnisme que je vais vous entretenir. Et on va s'expliquer là-dessus. Pourquoi ce terme et pas l'autre, et comment est-on passé de l'un à l'autre, car on a commencé par le révisionnisme pour finir par tomber dans le négationnisme. Les termes signifient par eux-mêmes la démarche, encore faut-il savoir comment et à quelle occasion on est arrivé de l'un à l'autre, et c'est en commençant que je vais vous l'expliquer. Le négationnisme, c'est d'abord une doctrine, puisque l'usage du verbe, du néologisme lui-même, car c'est un mot qui n'existait pas dans la langue française avant qu'il n'ait été inventé par un historien du nom d'Henri Rousseau, et précisément à cause de la démarche de Forisson sur le génocide juif, la Shoah.
mais c'est aussi une méthode de travail et de réflexion, une méthode d'écriture qui est propre à ceux qui se réclament de cette doctrine, car Forisson, j'ai déjà nommé l'individu à plusieurs reprises, n'est pas seul. Il est encouragé, relayé et assisté d'autres personnes qui ont travaillé à ses côtés, avec lui, pour lui, contre lui, et qui ont développé les mêmes thèses que lui. Il a donc créé non seulement une école, qu'on appelle l'école forissonienne, mais il a échafaudé une méthode de raisonnement, une méthode de travail qui lui est propre et qui permet précisément de le désigner sous ce vocable de négationniste et non pas sous celui de révisionniste. Examinons tout de suite la différence. Le révisionnisme, c'est la démarche intellectuelle de scientifique, en même temps historique aussi, de tout chercheur qui instruit d'une réalité doit perpétuellement s'interroger sur cette réalité et s'assurer qu'elle correspond bien à la vérité. Ainsi, le révisionnisme est-il une démarche intellectuelle salutaire et appréciable de tous les chercheurs, de tous les savants, puisque on ne doit jamais tenir pour acquis en matière historique et scientifique les vérités enseignées pour des vérités acquises. Mais le négationnisme procède d'une autre façon. Il consiste à poser un postulat à partir duquel on va construire un raisonnement au service de ce postulat. Et ce postulat consiste d'abord à nier l'existence d'un phénomène que l'on a choisi et pris pour cible, en l'occurrence l'existence même d'un génocide, et en particulier du génocide juif accompli au cours de la Seconde Guerre mondiale. On va voir que d'autres génocides se sont accomplis au cours du XXe siècle, et j'évoquerai ce soir le génocide arménien, qui remonte à 1915, le génocide yougoslave, qui remonte à 1990, le génocide rwandais, qui remonte à 1994, et même tout proche de nous, le génocide au Soudan, qui remonte aux années 2000. Eh bien, figurez-vous que chacun de ces génocides accomplis au cours du XXe siècle, il en est d'autres répertoriés au cours des siècles antérieurs, mais nous avons choisi de nous en tenir au XXe siècle, qui malheureusement les a cultivés à la chaîne, a engendré à chaque fois une réaction et une démarche négationniste. Une négation d'abord de la part de ceux qui ont accompli le génocide, et ensuite une théorie, une doctrine historique et pseudo-scientifique qui a consisté à affirmer que ces génocides n'avaient pas eu lieu. Dès lors, chacun doit en conscience s'interroger: est-ce une plaisanterie, une sinistre plaisanterie? Est-ce le résultat de travaux scientifiques sérieux? Est-ce une falsification de l'histoire? Et si c'était le cas, dans quel but ces négations et ces théories négationnistes
ont-elles été, se sont-elles propagées? Au début de la lutte que j'ai personnellement menée contre ces écoles négationnistes, on parlait encore du révisionnisme. Et ce n'est en définitive que dans les années 90 que Henri Rousseau, à propos des théories développées par Forisson à propos de la Shoah, a proposé d'adopter ce néologisme. En quoi consiste-t-il? Il consiste essentiellement à soutenir que la solution finale qui aurait consisté pour les nazis et pour Hitler en particulier à exterminer l'ensemble des populations juives existantes en Europe n'a pas eu lieu. Certes, admettent-ils, on a effectivement tué plusieurs millions de juifs, mais on exagère beaucoup le nombre, et beaucoup sont morts du typhus ou des douleurs, des crimes de guerre, en tout cas pas par la volonté d'un seul homme ou d'un régime, fût-ce celui des SS. Et en particulier, le moyen d'extermination présenté comme étant celui qui s'est accompli, les chambres à gaz homicides n'ont pas existé. On a beau répéter cette assertion, on ne parvient pas à croire qu'elle soit encore possible, alors que l'on imagine qu'on dispose de preuves accablantes de l'existence de la solution finale d'abord, et du fonctionnement des chambres à gaz. Mais les négationnistes affirment que l'extermination des Juifs, et en particulier ce qui s'est passé à Auschwitz, est le fruit d'une rumeur, d'un mensonge pur et simple, et qu'il faudrait aujourd'hui accepter de regarder en face comme étant une invention pure et simple de la part des Juifs pour dominer les autres pays, et en particulier les populations palestiniennes. C'est en ce sens que la doctrine négationniste de Forisson ont trouvé leur expression dans cette phrase de 60 mots. Elle est de 60 mots parce qu'il suffit de les compter pour s'en rendre compte, mais elle est ainsi désignée dans la littérature, et Robert Forisson, à chaque fois qu'il en a l'occasion, et elles sont encore fréquentes, la ressasse inlassablement. Je me dois de vous en donner connaissance, afin que vous puissiez mesurer à la fois le contenu du message et sa signification quant aux intentions et aux conséquences qu'elle peut avoir. Écoutez bien. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes
sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. Vous voyez bien tout de suite que cette fameuse phrase de 60 mots ne constitue pas une prise de position scientifique ou historique. Elle constitue non seulement l'affirmation d'une négation, à savoir que la solution finale et les chambres à gaz n'ont pas existé, mais qu'en plus, cette prétention procède d'un mensonge, un mensonge qui est proféré par les Juifs, et en particulier au service d'un État, qu'est l'État d'Israël, pour dominer d'autres populations que sont en particulier le peuple, les populations palestiniennes. Ainsi, nous livre-t-on une soi-disant vérité historique, ou la contestation d'une vérité historique, mais en même temps une accusation, la plus grave qui soit, puisque ça consiste à accuser des générations entières de populations à cause de leur origine, en leur imputant d'avoir forgé leur propre génocide, de l'avoir inventé pour l'imposer au monde et obtenir non seulement des réparations, mais en plus imposer à la fois leur présence et leur domination sur d'autres populations. Sachez que pour cette phrase-là, Forisson a fait l'objet de poursuites et de condamnations, naturellement, pour diffamation. Il ne s'agit pas seulement là d'un message qui pourrait être foncièrement erroné, mais il s'agit d'une diffamation envers les Juifs, puisqu'ils sont globalement accusés d'avoir inventé leur propre mort, leur génocide, pour en imposer la vérité au monde et en tirer profit. On accuse ainsi une catégorie de personnes en raison de leur origine, en leur imputant des crimes abominables. C'est exactement la démarche de la diffamation. Mais cette phrase de 60 mots, elle n'est apparue qu'assez tardivement, et bien après que les théories de Forisson aient fleuri dans la presse. Et j'ai assisté personnellement à l'évolution historique de ces propos, puisque je savais déjà en 1977 que Forisson cherchait à répandre le fruit de ses recherches et de ses convictions auprès de la presse nationale. Il y avait été réussi en Belgique, en Italie, mais pas en France, jusqu'à la fin de l'année 1978, date à laquelle, ou période à laquelle, le journal Le Monde et un autre journal qui n'existe plus depuis, le journal Le Matin, ont publié les écrits de Forisson. Je vous en ai apporté ici le facsimilé. C'est l'exemplaire du Monde du 29 décembre 1978, dans lequel est publié le texte de Robert Forisson, maître de conférence à l'université de Lyon 2, le problème des chambres à gaz, entre guillemets, ou la rumeur d'Auschwitz. À cet article de Forisson est opposé un autre article en dessous, signé de Georges Wellers. Il était à l'époque président du Centre de documentation juive contemporaine. Il avait consacré plusieurs travaux
à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à l'extermination des Juifs. Et il a intitulé cet article « Abondance de preuves ». C'est donc à ce moment-là qu'éclate dans le monde, c'est tout de même le journal d'information le plus reconnu en France, à l'époque aussi, et Forisson a obtenu une demi-page du Monde. Lorsque je suis allé en Pologne, car j'ai fait le voyage d'Auschwitz, de Varsovie, de Treblinka et de Majdanek, j'y suis resté une semaine. Le Monde avait déjà publié cet article de Forisson qui avait, à l'étranger, fait grand bruit. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, à l'Institut d'histoire de Varsovie et au musée d'Auschwitz, m'ont dit « Mais comment est-ce que la presse française peut ainsi publier des textes aussi subversifs qui remettent en question l'existence même de l'extermination des Juifs et le fonctionnement des chambres à gaz ?» Je ne pouvais pas défendre Forisson sur le territoire polonais, mais j'ai d'abord fait valoir que la presse française était libre et qu'en plus elle avait eu conscience de la gravité de la chose, puisqu'elle avait publié, Le Monde en tout cas avait publié en exergue et en confrontation avec l'article de Forisson, celui de Georges Vélez, pour faire le point de la réalité par rapport à la thèse de Forisson. Mais cela n'a pas permis de les convaincre, et je suis reparti de là très sceptique sur les chances que j'avais de recueillir en Pologne les documents nécessaires au débat contre Forisson. Au retour de Pologne, j'ai ramorné un maigre butin, et surtout ce butin qui m'a été livré par les chercheurs polonais qui avaient amassé les sources historiques, ne m'était livré que contre une certaine contrepartie, à savoir que je pourrais les utiliser dans le procès qui s'annonçait contre Forisson, à la condition que j'accepte de participer à des conférences pour raconter partout que le génocide et l'extermination d'Auschwitz qui avait eu lieu n'avait pas seulement concerné les Juifs, mais les Polonais. Et j'ai bien perçu aussitôt la supercherie, car effectivement, si on a exterminé à Auschwitz plusieurs centaines de milliers de Polonais, ils étaient tous juifs. Et malheureusement, on en a exterminé bien d'autres qui n'étaient pas polonais, mais qui tous étaient juifs ou tziganes, car il ne faut jamais l'oublier. Quoi qu'il en soit, c'est le début de l'expression publique dans les médias français des thèses de Forisson sur le révisionnisme. À l'époque, on n'en parlait pas encore de négationnisme, mais dans lesquels se trouve affirmée cette contestation qui est relayée par le journal Le Matin, qui va reprendre les informations sur Forisson, mais sans apporter grand-chose d'autre. Ces articles, vous le pensez bien, devaient donner lieu à des réactions, et effectivement, les associations de déportés, mais aussi les associations de lutte contre la discrimination raciale, comme la LICRA par exemple, ont décidé d'engager un procès. Et il m'est revenu à l'époque l'honneur d'assumer la défense de la LICRA,
j'étais encore jeune avocat aux côtés de Robert Badinter, qui, lui, était en plein essor professionnel et en pleine gloire. Il m'avait entraîné avec lui dans ce combat. J'étais à ses côtés depuis déjà une dizaine d'années. On avait mené ensemble d'autres procès concernant la discrimination raciale, et en particulier contre le protocole des sages de Sion, contre la propagande antisémite diffusée par l'ambassade soviétique, pour l'adoption d'une fameuse loi de 1972 qui a instauré en France la lutte contre la discrimination raciale. Il était donc naturel que nous répondions présents à la demande des associations. Mais ce procès-là a donné lieu à d'autres procès en chaîne, notamment celui qu'on a fait à Forisson pour cette fameuse phrase de 60 mots, mais aussi à d'autres poursuites pour contestation de crimes contre l'humanité, car dans l'intervalle, on s'est aperçu que la loi française n'était pas suffisante et qu'il fallait, si l'on voulait enrayer la progression de ces thèses négationnistes, renforcer l'arsenal législatif. Et c'est alors qu'est survenue cette loi, dite loi Guessot, ou encore Fabius Guessot, du nom de leurs deux auteurs, Laurent Fabius et M. Guessot, député communiste, qui, en juillet 1990, a instauré le délit de négationnisme. Et c'est alors que la loi a rejoint l'histoire, puisque la contestation des génocides ou des crimes contre l'humanité a été érigée par le législateur en infraction, et c'est au titre de cette loi depuis que Forisson a été poursuivi et de nouveau condamné. Mais Forisson n'était pas seul, il avait fait des émules, il avait des élèves, il a publié des revues trimestrielles, il a inondé la presse de ses droits de réponse. À chaque fois que son nom était cité à propos de cette histoire, il revendiquait le droit de réponse et s'accordait ainsi de la place dans les journaux pour développer ses idées. Et tout ceci s'est développé non seulement en France, mais à l'étranger, car dans certains pays, en particulier aux États-Unis, la liberté d'expression, et en particulier l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine, ne permet pas de poursuivre, comme on peut le faire en France, les négationnistes. Ainsi, Forisson s'est exporté. Il a servi de témoin dans les procès qui ont été faits, notamment au Canada, à propos de cette théorie. Tantôt il était l'auteur des thèses, tantôt il venait en renfort de ses élèves poursuivis eux-mêmes comme simples témoins pour développer ses thèses devant les juges médusés. Car pour l'avoir affronté à de nombreuses reprises, je peux vous dire que lorsqu'il prend la parole, il ne se passe pas 2 heures ou 3 heures avant qu'on puisse l'interrompre. C'est dire qu'il faut bien, qu'il a trouvé là à la fois un terrain d'élection, une tribune, puisque chaque fois qu'il est attaqué, les journalistes s'intéressent évidemment aux attaques contre lui et sont obligés d'écouter ce qu'il a à dire
et qu'il trouve ainsi l'occasion rêvée de pouvoir diffuser sans pouvoir être interrompu. Je me souviens personnellement d'avoir tenté de soutenir, mais j'avais tort, je dois le reconnaître, que l'on ne devait pas maintenir l'audience publique pour permettre ainsi à Forisson de diffuser son message et qu'il fallait donc que les tribunaux siègent en ces affaires à huis clos. J'avais tort, je l'ai déjà dit, je le rajoute, car la justice doit être publique et les pires choses doivent pouvoir s'y dire librement et doivent être débattues, discutées, sans que l'on puisse faire les choses en cachette ou en secret. Toujours est-il que Forisson a trouvé là, à l'occasion de ses procès, l'occasion d'amplifier son discours et son propos, et beaucoup d'historiens et beaucoup de militants d'associations nous ont reproché, et m'ont personnellement reproché, d'avoir envisagé de faire ces procès parce que j'aurais ainsi offert à M. Forisson l'occasion qu'il recherchait de pouvoir s'expliquer, s'exprimer et se faire entendre. Lorsque Lanzmann a sorti son film Shoah en 1983-84, après le premier procès contre Forisson, il n'a pas manqué de me faire savoir que ces procès étaient une erreur. Et d'autres encore ont pris le relais, qui nous l'ont dit. Vous n'auriez jamais dû poursuivre Forisson. Vous auriez dû le traiter par le silence ou par le mépris. Et vous savez, il en est du négationnisme comme du viol. Plus on enferme le crime, plus on se tait sur la réalité du crime, plus violemment il ressurgit après. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être débattue en public, et notre société possède des institutions dans lesquelles il faut avoir confiance et faire fonctionner afin de permettre aux citoyens d'être complètement et toujours informés dans le moindre détail. Je reste persuadé que ces procès étaient nécessaires, et je suis de ceux qui, en cette matière, disent qu'il ne faut jamais rien laisser passer qui puisse propager l'idée qu'un génocide reconnu ne s'est pas accompli, et que ce génocide a pu reposer sur une théorie légitime. Il faut donc être vigilant, il faut s'informer et il faut réagir. Et cette tâche n'est pas réservée simplement aux historiens, aux juristes, aux philosophes ou aux journalistes. Elle repose sur chacun d'entre nous, et pas seulement ceux qui sont concernés parce que leur famille le serait, parce que leurs ancêtres l'ont été, parce que leurs familles ont été décimées. Non, c'est tous et chacun de tous âges qui doit s'informer sur la question, parce que les crimes contre l'humanité, les génocides et la négation de ces génocides concernent l'humanité tout entière. Et chacun d'entre nous,
chacun d'entre vous porte une parcelle de l'humanité, en ce sens que tout ce qui touche l'homme parce qu'il est homme, tout ce qui touche l'humanité aujourd'hui, mais aussi hier, nous touche, parce que c'est une parcelle d'humanité qui est atteinte à travers l'accomplissement de ces génocides, et on va voir qu'aucun de ceux-là ne s'est accompli sans qu'on les nie, et que la négation de ces génocides constitue finalement la conclusion, l'aboutissement, le parachèvement des génocides. Car si l'on veut que les génocides soient parfaits, il faut qu'ils passent à la trappe, il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'on les efface. Et si on veut réhabiliter ceux qui les ont accomplis, il faut convaincre le bon peuple que ces génocides n'ont pas existé. C'est en quoi il est indispensable de s'en préoccuper, et de s'en préoccuper tout le temps, et en particulier maintenant. Je vous invite, car malheureusement c'est aussi le cas, à consulter sur Internet les sites négationnistes qui se répandent. Figurez-vous qu'il en existe des légions qui diffusent à travers le monde les messages négationnistes et ne font finalement que répéter le discours de M. Faurisson. Nous avons eu l'occasion, à Mémoire 2000, mais avec bien d'autres associations, il y a 5-6 ans, de poursuivre l'un de ces sites qui s'appelle l'ARG, l'association des anciens amis de récits de guerre, ou quelque chose d'approchant, et qui développe les thèses négationnistes. Et nous avons essayé, avec les moyens modernes que la loi nous procure, d'atteindre ces sites qui, évidemment, sont situés à l'étranger, là où ils pensent ne pas pouvoir être atteints. Nous avons un temps réussi à faire supprimer les diffusions de ces messages, mais ils reprennent de plus belle. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un pour les écouter, pour les consulter, et pour nourrir cette propagande négationniste qui n'a pas disparu à cause de l'arsenal législatif et des poursuites et des condamnations dont Faurisson a fait l'objet. Il y a à l'évidence aujourd'hui encore des négationnistes et il faut absolument s'en préoccuper. Il ne suffit pas que je l'affirme, même avec force, pour que vous en soyez convaincus. Et vous avez aussi le droit d'en douter, et en tout cas de vous interroger pourquoi venir vous parler de cela alors que ça n'est tout de même pas la question préoccupante des générations actuelles en France et même en Europe. Il y a longtemps, pouvez-vous vous dire que l'extermination des Juifs a été reconnue, que le monde entier l'a consacrée et qu'on la commémore régulièrement de façon incontestable? Pourquoi alors faudrait-il encore en parler? Pourquoi faudrait-il s'en préoccuper alors que les historiens ont écrit abondamment sur la question et qu'on ne laisse jamais aucun négationniste en repos? Pourquoi faut-il que les juges s'en mêlent? Pourquoi faut-il faire intervenir la loi? Serait-ce donc la question du siècle qui mobilise tant les esprits? On peut débattre de cela. On peut relativiser le combat contre le négationnisme.
Et quand on a perçu que la négation des génocides du XXe siècle n'est rien d'autre qu'une doctrine au service même des auteurs de ces génocides, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'une simple manifestation de la liberté d'expression. La survie de l'espèce humaine, du genre humain, nécessite une vigilance dont nous sommes tous responsables, que ce soit par nos études, par nos réflexions, par nos lectures, par notre action professionnelle, par le militantisme, par l'expression de la loi ou par la discussion libre. Nous ne pouvons pas considérer que cette question ne nous concerne pas un jour. Et l'essor de ces théories négationnistes sur les réseaux Internet suffisent à nous en convaincre. Alors pourquoi faire appel à un avocat pour venir vous parler de tout cela? On a déjà dit que tout à l'heure, Madame Ohayon vous a dit que je m'étais illustré dans un premier procès en 1987 contre un certain Jean-Marie Le Pen. Il n'avait rien à voir avec Foresson, mais c'était déjà un peu un négationnisme, une négationnite. Car rappelez-vous, Jean-Marie Le Pen, dans une émission de radio en 1900, rappelez-vous, c'est difficile de le dire. C'était quand même ça. En 1987, il était interrogé sur les chambres à gaz. On en parlait à l'époque des chambres à gaz. Et on lui demandait, est-ce que vous pouvez vous souvenir, est-ce que vous savez des chambres à gaz? Il a répondu, moi je ne sais pas. Vous savez, on n'en a jamais vu. Et puis, je considère que ça n'est rien qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette répartie lui avait valu à la fois une certaine célébrité, parce qu'il y a toujours un effet revers. Les médias se sont abondamment relayés pour en faire état, et des procès que j'ai menés et dans lesquels j'ai fait condamner sévèrement M. Le Pen, à la fois à rectifier ce qu'il avait dit sur les ondes d'RTL et à indemniser les associations dont j'ai conduit l'action devant les tribunaux. Mais vous voyez, c'est déjà une réaction judiciaire à la réaction des associations de déportés qui, cette fois-ci, n'ont pas supporté qu'on ramène à un détail ce qui était pour eux l'essentiel, à savoir l'accomplissement de cette solution finale et l'extermination des Juifs. Si vous avez regardé, certains d'entre vous l'ont sûrement fait, Apocalypse, diffusé par France 2 ces derniers temps, vous pourrez constater effectivement que l'extermination des Juifs y tient une place essentielle, même si la Seconde Guerre mondiale a donné lieu, malheureusement, à la mort de dizaines de millions de personnes. Mais l'extermination systématique et industrielle de 4, 5 ou 6 millions de gens, simplement parce qu'ils étaient nés juifs, est un événement propre à la Seconde Guerre mondiale qui ne pouvait pas être tenu pour un détail. Le Pen a été condamné pour cela, et d'ailleurs il a continué de soutenir ces théories, et nous avons jusqu'au bout continué de le poursuivre. Mais avant ce procès-là, nous en avions conduit un autre, j'en ai conduit un autre, j'en ai déjà parlé avec Robert Badinter contre Foresson, à propos de son article dans Le Monde. Nous lui avons fait un procès avec toutes les associations de déportés,
Et il a été condamné en 1981 et puis en 1983 pour ce qu'il avait publié dans Le Monde, mais aussi pour cette fameuse phrase de 60 mots en 1982. Bref, les condamnations se sont multipliées. Simplement, elles n'étaient pas du même ordre et nous entrerons dans le détail lorsqu'on parlera au cours de l'année, parce que j'aimerais pouvoir vous accompagner dans vos recherches sur les différences entre les condamnations civiles et les condamnations pénales de M. Forisson. S'il fallait justifier mon intervention à cette tribune, je dirais tout simplement que c'est en tant que président d'une association Mémoire 2000 que nous avons constituée en 1992 et qui se consacre précisément auprès du public des lycéens et des collégiens à débattre perpétuellement des atteintes portées aux droits de l'homme et en particulier sur le terrain du racisme, de la discrimination en général, où qu'elle se soit produite et quelles qu'en soient les victimes, que j'ai choisi et accepté avec joie de venir commencer ces travaux de l'année en espérant que vous vous y intéresserez et que je pourrai vous accompagner dans cette débat. Et puis comme Robert Badinter, donc je vous l'avais déjà compris, j'ai été le collaborateur puis l'associé, m'a demandé de le défendre devant le tribunal lorsqu'il a été poursuivi par Forisson pour diffamation. J'ai publié avec lui un livre chez Fayard qui s'appelle « La justice et l'histoire face au négationnisme ». Pourquoi ce livre? Parce que c'est pas banal que Robert Badinter ait fait l'objet d'un procès. C'est Forisson qui lui a fait. Figurez-vous qu'un soir à la télévision, sur TV5, Badinter était invité pour débattre des lois mémorielles. On en parle suffisamment et ça va faire la matière de nos travaux dans l'année. Fallait-il des lois mémorielles? En particulier, fallait-il une loi pour réprimer le négationnisme? Je peux vous confier, c'est public et c'est connu, Robert Badinter n'est pas favorable à la floraison de ces lois mémorielles. Il considère en peu de mots qu'il n'appartient pas aux législateurs de dire l'histoire et d'imposer la vérité officielle. Il était donc plutôt hostile à ces lois mémorielles. Et évoquant ce sujet, il a fait état du procès, du fameux procès dont je vous ai parlé, du procès Forisson de 1981, en disant la dernière affaire que j'ai plaidée, c'était le procès Forisson, c'est vrai, juste avant qu'il ne devienne ministre de la Justice en 1981. Une semaine avant, il avait plaidé au tribunal le procès Forisson. Et disait-il à la télévision, j'ai fait condamner Forisson pour falsification de l'histoire. Forisson, sautant sur l'occasion, s'est mis en tête de le poursuivre pour diffamation. Parce que, disait-il, c'est vrai que j'ai été condamné, c'est vrai que dans ce procès, Robert Badinter plaidait contre moi, mais le tribunal qui m'a condamné ne m'a pas condamné pour falsification de l'histoire. Et c'est vrai, parce que le tribunal qui est entré en voie de condamnation
à propos de cette lettre de Forisson dans Le Monde, a considéré que Forisson avait manqué au respect des victimes, mais n'a pas dit que Forisson avait falsifié l'histoire. Dès lors, il était en droit de faire ce procès. Il ne l'a pas gagné. Et ce livre raconte ce procès. Il se trouve par ailleurs qu'en raison de l'intérêt que présente le sujet, les archives de la justice ont enregistré intégralement ce procès. C'est-à-dire que les dépositions des témoins, les déclarations des parties, les plaidoiries des avocats ont été enregistrées à l'image et qu'elles sont à jamais conservées dans les archives nationales pour être mises à la disposition des chercheurs, des historiens, des étudiants, mais aussi des juges, le cas échéant. J'imagine que dans les travaux que vous allez pouvoir mener, vous aurez la possibilité d'accéder à ces documents précieux. Précieux parce que j'ai eu la bonne fortune de convaincre les historiens qui se sont penchés sur la question du négationnisme qu'ils viennent à l'audience. Et cela, vous savez, ça n'était pas acquis d'avance. Lorsqu'en 1978, je me suis attelé à la préparation du procès contre Forisson, j'étais tout seul. Quand je dis tout seul, ça veut dire moi et moi, avec seulement ma secrétaire, alors que je n'avais aucune raison de rien savoir sur le génocide des Juifs que ce qu'on m'avait appris à l'école. Moi, je suis obligé de vous le confesser, pas par nécessité, mais pour que vous le compreniez. Je ne suis pas juif, je ne suis pas d'origine juive, personne de ma famille n'a eu à souffrir du moindre génocide et de la moindre persécution, et j'avais appris à l'école, comme bien d'autres, qu'il s'était passé des horreurs pendant la guerre, mais je n'étais pas mobilisé sur cette question. Et il a fallu du jour au lendemain que je me précipite sur le sujet. Or, figurez-vous, premièrement, que les témoins, ou plus exactement les rescapés, les survivants, ceux qui étaient rentrés des camps de la mort, avaient refusé de parler dans les années 60-70. Les historiens français avaient refusé d'écrire. Il n'existait sur le sujet aucun travaux historique. Le seul connu était celui d'un historien américain qui s'appelle Raoul Hilberg, sur la destruction des Juifs d'Europe, mais les historiens français ne s'étaient pas mobilisés. Le sujet n'était pas un sujet d'actualité. Et il a fallu que je quitte ma robe d'avocat pour enfiler la toge de professeur pour me faire historien, chercheur. Et c'est pour ça que je me suis engagé, j'ai fait le voyage de Pologne et je suis allé à Jérusalem, au musée de Yad Vashem, pour rechercher les traces, parce qu'il me fallait être conseillé pour ne pas dire n'importe quoi sur ce sujet, face à Forisson, qui avait travaillé plus de 15 ans sur le sujet avant de publier ses travaux. J'ai considéré que c'était pourtant une tâche essentielle, et tout en menant de front mon activité d'avocat, je me suis engagé dans ce combat, que j'ai mené à terme, sans gloire, sans rechercher la reconnaissance, simplement par nécessité, parce que je considérais que l'agression faite ainsi par Forisson était intolérable et qu'il fallait le dire publiquement. Je dois vous dire que j'ai été bien déçu du résultat dans sa formulation. Les magistrats auxquels je me suis adressé ne voulaient surtout pas écrire l'histoire, car si le Parlement ne voulait pas le faire,
les juges non plus. Et comme les historiens ne l'avaient pas fait, pourquoi fallait-il que ce soit un avocat, même courageux, qui le fasse? Eh bien, je l'ai fait, avec les moyens du bord, et plusieurs déportés m'ont accompagné à Auschwitz. Et je garderai toujours en mémoire cette image. Quand vous passerez la porte d'Auschwitz, vous le verrez. Le travail rend libre, que je ne saurais traduire en allemand, mais c'est ainsi ce qui est écrit à la porte d'Auschwitz. Et comme j'étais accompagné par un de mes amis et aussi un de mes clients, qui avait lui-même été déporté à Auschwitz, qui en était revenu avec son père, qui a lui-même été déporté à Auschwitz. C'est lui qui, me voyant dans la peine, à l'épreuve, m'avait accompagné et même invité à faire ce voyage que j'ai fait avec lui à l'entrée du musée d'Auschwitz, où il avait passé 4 ans comme détenu. On l'a fait payer. Et il a payé avec joie le ticket d'entrée du musée d'Auschwitz, là où il avait été interné pendant 4 ans, mais dont il était revenu. J'ai fait cette démarche et j'ai apporté à ma manière les documents que j'estimais utiles pour combattre Forisson, malgré les recommandations des historiens. Et ce soir encore, je me suis convaincu que ça n'était pas en vain. Je vous l'ai confié tout à l'heure, j'ai passé l'après-midi avec une historienne qui est en train d'écrire une biographie de Forisson. Elle est venue chez moi, à mon cabinet d'avocat, pour consulter mes archives personnelles et ces documents que j'ai rapportés de Pologne en 1979, ils n'ont pas été publiés, ou très peu. Certains sont publiés dans ce livre que j'ai commis il y a 2 ans, mais une grande masse de documents subsistent, qui sont inédits, qui sont des preuves matérielles de l'exécution de la solution finale, du fonctionnement des chambres à gaz, de l'utilisation du cyclone B par les SS pour approvisionner les camps d'Auschwitz et la fourniture de matériel comme les portes étanches au gaz. J'ai rapporté ces documents allemands traduits par un expert que j'ai produit devant les tribunaux. Ces documents, les juges ne voulaient même pas les voir. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas en entendre parler, mais parce qu'ils considéraient que ce n'était pas à eux d'écrire l'histoire et qu'il fallait donc se borner à évoquer la douleur des victimes et la prudence dans l'expression des historiens révisionnistes. Ce que Forisson a pris pour un compliment, ce que Forisson a pris pour une victoire, en disant qu'il avait gagné son procès, comme il soutient d'ailleurs qu'il a gagné son procès contre Robert Badinter en 2007. Comment peut-il le soutenir? De 2 manières. En disant que les juges n'ont pas apprécié ses travaux, ne l'ont pas convaincu de falsification, et que la compassion est un sentiment qui ne relève pas de l'histoire et de la science. Constitue le phénomène négationniste qui consiste à déterminer seul et soi-même le sens des mots, ce qui consiste à déterminer seul et soi-même la valeur d'une preuve. Et tout le discours négationniste est là, consiste à dire, vous affirmez que les Juifs ont fait l'objet d'une extermination par les chambres à gaz, mais moi je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Moi je vais vous dire que pour le prouver, il faudrait ceci, cela, cela. Par exemple, vous dites que les SS qui ont accompli
l'extermination des Juifs ont fait l'objet de procès. Oui, c'est vrai. Mais M. Forisson vous dira, ces procès ont été faits par des juridictions soviétiques qui n'étaient pas libres et selon une procédure soviétique qui n'était pas conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, M. Forisson va vous expliquer qu'il se fait expert en chimie pour démontrer que le cyclone B, dont on nous rebat les oreilles, qui aurait servi à exterminer 6 millions de Juifs, était un gaz utilisé simplement pour décontaminer les vêtements recueillis auprès des Juifs à leur arrivée des convois à Auschwitz. Ainsi, lui décide de ce qui s'est passé et entretient ainsi une vérité qu'il a affirmée à l'origine comme étant un postulat. Alors, à ce compte-là, la discussion peut se poursuivre indéfiniment et sur des têtes d'épingle, dès lors que c'est lui et lui seul qui définit les critères de la vérité et de l'histoire. Je vois le temps qui passe et j'ai bien envie de vous écouter. Vous voyez bien que le sujet qui m'anime, qui me passionne toujours, me dépasse. Et parvenu à ce stade de mes explications, je voudrais un temps au moins vous laisser la parole pour la reprendre à l'occasion. Je voudrais, avant de passer à cette façon de faire dans notre échange, vous dire que le négationnisme, dont je vous ai déjà dit qu'il devait être l'affaire de tous, pose aujourd'hui encore des questions qui ne sont pas résolues. En particulier celle de savoir s'il faut ou non discuter avec les négationnistes, pour leur apporter des preuves, adopter la démarche de Wellers, qui consiste à dire « mais enfin, il y a une abondance de preuves en présence de votre contestation », ou faut-il au contraire discuter de la méthode négationniste, pour montrer en quoi elle est perverse, en quoi elle procède d'une erreur de la pensée ou d'une erreur de méthode. C'est un débat que l'on peut avoir, et là-dessus les avis sont partagés. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est faut-il condamner les négationnistes? Est-ce que la liberté d'expression n'a pas ses exigences? Est-ce que la loi doit se mêler de la question, et encore plus les juges? On sait sur le sujet que tous ne sont pas du même avis, et même du côté des associations de lutte pour les droits de l'homme, et il en est en particulier à la Ligue des droits de l'homme, qui considère que ces lois ne sont pas salutaires. J'ai évoqué même Robert Badinter, et encore plus Elisabeth, sa femme, sont formellement contre ces lois mémorielles. Et il s'est créé une association d'historiens qui a eu raison de ces lois mémorielles, car le Parlement français vient de conduire une mission d'information sous l'égide de M. Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, qui a adopté une position consistant à dire qu'il ne fallait plus légiférer sur les génocides. Il ne fallait plus que le Parlement français se permette d'affirmer une vérité et surtout de réprimer la négation de cette vérité. Le négationnisme n'est plus susceptible de poursuite et on nous a laissé en route. Songez que
la loi Guesso de 1990 ne concerne que la négation de la Shoah, alors que la négation du génocide arménien se poursuit, et que le gouvernement turc continue de promouvoir la négation du génocide arménien de 1915, et qu'il en fait même une obligation, parce qu'en Turquie, ceux qui essayent de soutenir l'existence du génocide arménien sont eux-mêmes poursuivis par les tribunaux turcs. Eh bien, aujourd'hui en France, depuis la mission d'information accueillie sur les lois mémorielles, il ne sera plus possible de faire adopter des dispositions analogues qui permettent de poursuivre la négation du génocide arménien. Que dire alors du génocide rwandais ou du génocide yougoslave? Évidemment, ils sont passés à la trappe. Non pas que les Rwandais ou les Yougoslaves ne méritent pas d'intérêt, mais parce que, précisément, on considère que les exigences de la liberté d'expression doivent permettre la permanence de ce débat des négationnistes. Et là-dessus, on doit vraiment s'interroger sur l'opportunité ou la nécessité de ces lois mémorielles. Et puis, la troisième question qui me taraude est celle de savoir si la négation, le négationnisme ne doit être entendu que en ce qu'il touche au génocide des Juifs. Ça n'est pas parce que le néologisme lui-même a été forgé à propos de la négation du génocide juif qu'il faut se cantonner à étudier la question sous cet angle. Dès lors qu'il apparaît à celui qui se penche consciencieusement sur le sujet que chaque génocide engendre sa propre négation, d'une part par ceux qui l'ont accompli, et ensuite par ceux qui le commentent ou qui l'évoquent historiquement. Dès lors, il faut s'interroger sérieusement sur le point de savoir si le négationnisme n'est pas substantiellement de la même nature que le génocide, en ce sens que le négationnisme serait en quelque sorte l'expression du génocide par la pensée de l'autre. Parce que le génocide, il faudra bien s'entendre sur le sens des mots, et j'espère que vous y réfléchirez, ça consiste en quoi? Tout simplement à nier que l'autre existe. Et simplement parce qu'il est autre. Simplement parce qu'il n'est pas soi, ou qu'il n'est pas vous. Et les peuples, les nations, les politiques qui accomplissent les génocides ne font rien d'autre que de gommer l'existence d'un groupe d'autres personnes et donc de nier l'existence de ces groupes. C'est pourquoi je soutiens pour ma part que le génocide est en soi une négation et qu'il n'y a pas un seul génocide qui ne s'accompagne de sa propre négation. On ne peut pas faire l'impasse sur cette réflexion et il me paraît indispensable, lorsqu'on se penche un peu sérieusement sur la question, de l'examiner sous cet angle. Même si chaque génocide a sa spécificité et si la négation de l'un par rapport à celle des autres est plus ou moins actuelle, plus ou moins dangereuse, plus ou moins en action, si par la pensée il se compare, il ne faut pas hésiter à le faire. On ne peut efficacement lutter contre la négation et contre les génocides que si on a fait cet effort intellectuel de la recherche fondamentale. Enfin, et c'est la dernière question qui me paraît essentielle,
le négationnisme a-t-il un avenir? A-t-il encore une présence réelle? Car, vous l'avez bien senti, c'est en me tournant vers des combats passés que j'ai pu évoquer la question devant vous. Si vous avez perçu une dramatisation de la chose, c'est parce que mon existence personnelle et professionnelle en a été conduite et modifiée. Et après tout, ma destinée personnelle n'a pas de raison de vous intéresser. En revanche, si la question reste d'actualité, et si elle continue de se propager grâce aux nouvelles technologies, en particulier sur Internet, vous ne pouvez pas passer à travers. Vous finirez tous par un jour par rencontrer un site négationniste. Et si vous n'êtes pas prévenu contre cela, vous êtes forcément sensible à la chose. Dès lors, vous avez à vous interroger à ce sujet. Pour terminer, pour l'instant, mon intervention, vous voyez que le sujet est vaste, mais passionnant. Parce qu'il faut, 1, s'entendre sur le sens des mots, 2, s'entendre sur le rôle de la loi et de la justice, 3, rechercher si le négationnisme doit être combattu, s'il est vraiment dangereux et s'il est toujours aujourd'hui aussi dangereux que je le dis. Je vous demande de vous comporter en révisionniste de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. De poser la première question, mais je sais aussi qu'avant que cette conférence ne débute, beaucoup d'entre vous avaient des questions en tête. Donc, qui se lance pour la première question? Je voulais poser une question sur... Je voulais poser une question sur qu'est-ce qui pousse vraiment les négationnistes, pas les nazis qui ont voulu gommer le génocide, mais les négationnistes comme Faurisson qui n'avaient pas spécialement de rapport. Qu'est-ce qui les pousse eux-mêmes à nier la Shoah, quoi? Alors, 2 réponses possibles. Et moi, je ne suis pas dans la tête de Faurisson. Bien que je l'ai fréquenté et que je l'ai vu à l'œuvre, je me suis perpétuellement posé cette question. Est-il un intellectuel égaré ou un intellectuel solitaire, comme ceux qui soutenaient que la Terre était ronde, qui auraient raison contre tout le monde? Est-il au contraire un malade mental qui a une idée fixe? Enfin, est-il un suppôt des régimes islamiques antisémites qui, propageant des thèses contre l'État d'Israël, chercherait finalement à obtenir sa chute? Je vous avoue que je suis passé par toutes ces hypothèses à l'occasion des procès où je l'ai rencontré. Et pas plus tard que cet après-midi, Valérie Gounet me posait elle-même cette question. Elle a fait une histoire du révisionnisme et elle me livrait sa conviction que Faurisson était convaincu de ce qu'il écrit. On peut être convaincu de ce qu'on écrit et complètement dingue. Et on peut être convaincu de ce qu'on écrit et être antisémite. Moi, je crois qu'il est les deux. Mais c'est ma croyance. Qu'est-ce qui, vous aussi, vous a poussé à vous intéresser à ce sujet et à connaître toute cette existence des négationnistes? Ah, je croyais l'avoir fait comprendre, mais je vais le répéter. D'abord, c'est l'exercice de ma profession. Avocat,
depuis 1963, pas hier, mais bon, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer Robert Badinter sur mon chemin. C'est pas une si mauvaise école. Et cette chance m'a plongé dans la question, car son père a été déporté et il est évidemment sensible à la question. Et j'étais particulièrement fier de porter cette défense à sa place, car paradoxalement, ça lui était impossible de prendre la parole sur le sujet à cause de la charge émotive que cela représentait. Lorsque nous avons plaidé en 1981, l'un à côté de l'autre, contre Forisson, Robert Badinter s'est levé, et le premier d'entre nous tous, car on était une bonne dizaine d'avocats, et son propos a consisté, après quelques brèves paroles de compassion pour les victimes, à demander 1 minute de silence. Et c'est le plus grand souvenir d'éloquence que j'ai conservé. Quant à moi, j'ai plaidé une après-midi entière. Il n'y a pas de comparaison entre la minute de silence et le temps que j'ai requis. C'était le résultat des travaux que j'avais conduits. C'est comme si j'avais pris le relais. Et j'en suis fier, j'en suis encore heureux maintenant. C'est ma dignité. C'est comme ça que je porte ma dignité d'avocat. Moi, je voudrais savoir, en fait, d'où M. Forisson tire-t-il ses thèses et est-ce qu'il s'appuie sur des preuves ou des faits? Et en fait, d'où le négationnisme tire-t-il vraiment ses origines? Écoutez, précisément, non. Il ne s'appuie pas sur des faits, mais en particulier, il s'appuie sur un fait qu'on a reconnu en 1960 qu'il n'y avait pas eu de gazage homicide dans les camps de concentration qui se trouvaient sur le territoire de l'Allemagne, en particulier au camp de Buchenwald ou au camp de Mauthausen. Effectivement, l'extermination des Juifs ne doit pas être confondue avec la concentration des Juifs. Les nazis avaient décidé de déporter les Juifs dans des camps, et certains n'étaient que des camps de déportation, d'autres étaient des camps d'extermination, comme Auschwitz, Treblinka et Majdanek. Et le fait qu'on ait reconnu en 1960 qu'il n'y avait pas eu de gazage dans ces camps de concentration ne fait pas disparaître le fait qu'il y avait eu des exterminations dans les camps d'extermination. C'était leur raison d'être. Quant au deuxième pivot de sa thèse, qui soi-disant reposerait sur des faits, il consiste à soutenir que le cyclone B ne pouvait pas être utilisé aux fins qu'on a dit pour l'extermination des Juifs dans des locaux exigus, parce que les propriétés chimiques de ce gaz, qui consiste à dégager de l'acide cyanhydrique à partir d'une certaine chaleur qui doit être de 26 degrés centigrades, n'aurait pas pu s'évacuer suffisamment rapidement pour que l'on puisse réapprovisionner en victimes les chambres à gaz. Et il dit en particulier dans l'article du Monde, comment peut-on faire croire qu'on pouvait faire entrer 2000 personnes dans des pièces de 200 mètres carrés pour les ressortir une fois que l'acide cyanhydrique aurait fait son effet, alors que l'ouverture des portes de ces chambres à gaz aurait tué tous ceux qui étaient chargés de sortir les cadavres. Eh bien, les chimistes se sont mis au travail et on a démontré que la concentration dans une seule pièce de 2000 personnes
fait monter la température en quelques secondes à un tel degré que le gaz peut s'échapper et que tous les corps qui se trouvent ainsi accumulés et entrelacés ont tous absorbé l'acide cyanhydrique dans leurs poumons, ce qui fait qu'il n'en reste plus que sur les murs qui ne peuvent pas atteindre les gardiens. Mais vous voyez, c'est à partir d'expériences. Il fait par exemple, il va aux États-Unis, il fait une expérience sur les gazages homicides. Comme il sait qu'on procède à la peine de mort aux États-Unis par le gazage, il se fait représenter une exécution capitale par le gaz. Et il mobilise les experts qui expliquent le temps qu'il faut pour gazer une seule personne. Et il utilise cette hypothèse pour la transposer historiquement à celle des Juifs, pour dire ça n'est pas possible, industriellement on ne peut pas procéder. Mais c'est lui qui dit, c'est lui qui décide. Et les chimistes qui se penchent sur la question ne lui donnent pas raison. Vous voyez que ça n'est pas à partir d'un fait, c'est à partir d'un raisonnement qu'il présente comme étant une certitude. Mais ça, il va falloir vous mettre au boulot, parce que dans le travail que vous allez faire cette année, et je viendrai pour vous aider, je vous le promets, je vous apporterai du biscuit. On passera au peigne fin tous les arguments de Faurisson et on les démontrera un par un. Est-ce qu'il faut faire un lien entre le conflit israélo-palestinien et le négationnisme? Entre le conflit et le négationnisme. Ah. Je ne peux pas vous dire que je ne m'attendais pas à cette question. Mais je n'ai pas pour autant préparé de réponse. À mes yeux, il n'y a aucun rapport entre le conflit israélo-palestinien qui oppose un État à des populations palestiniennes qui, que je sache, ne sont pas victimes d'un génocide et dont les épreuves sont parfaitement représentées devant tous les médias et les télévisions du monde, au point qu'il n'est pas possible d'ignorer les malheurs des peuples palestiniens. Mais pour autant, personne n'a jamais comparé la façon dont les Israéliens abordent ce conflit avec les Palestiniens à l'exécution d'un génocide, et encore moins à la négation. C'est un douloureux problème qu'il faut affronter aussi courageusement, mais on ne peut pas faire une assimilation de l'un à l'autre. Ce sont deux problèmes historiquement et humainement différents. Peut-on faire un rapprochement entre les négationnistes et les pro-nazis? Et les pro-nazis. Je n'ai pas entendu. Les pro-nazis. Les néo-nazis. Un rapprochement entre les négationnistes et les pro-nazis. Les néo-nazis. Ah, et les pro-nazis. Voilà. Est-ce qu'être négationniste, c'est affirmer sous votre contrôle le fait, une adhésion au programme nazi? Certains ont vu dans les négationnistes une résurgence de l'apologie des SS. Et d'une certaine manière, le négationnisme est une façon de réhabiliter les nazis. Si les nazis n'ont pas accompli le crime dont on les accuse, et dont ils se confessent eux-mêmes, en se reconnaissant coupables, eh bien, ils ne méritent pas l'opprobre dont on les a affublés. Et il y aurait lieu, par justice, de leur rendre cette justice. Eh bien, c'est tout l'objectif des négationnistes, c'est justement de réhabiliter ceux qui ont accompli les crimes contre l'humanité et les génocides en particulier. Pour en revenir à Faurisson,
Considère-t-on qu'il est conscient de la nature de son discours et donc de son impact, et revendique-t-il cette nature? Il faut que j'ai un interprète. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre votre question. Pour en venir à Florisson. Excusez-moi, Florisson. Vous me permettez un conseil, essayez d'articuler. Considère-t-on qu'il est conscient de la nature de son discours et donc de son impact, et revendique-t-il cette nature? Je ne sais pas si je vais traduire correctement la pensée de l'élève, mais est-ce qu'il se revendique antisémite? Ah oui, pardon, hein. C'est vraiment moi qui suis déficient et je vais essayer de faire des efforts. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il considère que la négation du génocide de la Shoah est une bonne nouvelle. Je crois d'ailleurs qu'il l'écrit, je vais vous le donner textuellement pour que vous compreniez exactement. Le nazisme est mort, et bien mort avec son fourreur. Reste aujourd'hui la vérité. Osons la proclamer. L'inexistence des chambres à gaz est une bonne nouvelle pour la pauvre humanité, une bonne nouvelle qu'on aurait tort de tenir plus longtemps cachée. En disant cela, ponctuant son discours, il veut dire par là que c'est le fruit de sa découverte et ce n'est pas du tout le résultat d'une conviction antisémite. J'ai de plus en plus de mal à le croire. En tout cas, je réponds formellement à votre question. Il récuse absolument toute espèce de conviction antisémite. Alors, est-ce qu'il s'affirme quand même au moins antisioniste? Ça, c'est si tant est qu'on soit d'accord sur ça. C'est évident. Et en tout cas, la fameuse phrase de 60 mots que je vous ai citée ne laisse planer aucun doute à ce sujet. Et il l'a répété encore devant le tribunal le 12 mars 2007, puisqu'il y indique bien que le mensonge historique en question a permis une escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international. Il n'y a pas de doute qu'il soit antisioniste. Et quand on sait que l'antisionisme est le refuge, souvent non déclaré, des antisémites, on a le droit de penser que l'un appelle l'autre. Et moi qui le fréquente depuis 25 ans, je peux vous dire qu'à force de l'entendre, de l'écouter, j'ai vraiment le sentiment s'il ne l'était pas à l'origine, il l'est devenu. Ou en tout cas qu'il a été récupéré objectivement par ceux qui le sont. Et en particulier par les combattants islamiques qui ont jeté une option sur lui, comme sur Garodi. Bonsoir. Je voulais savoir, pour bien comprendre, pour être sûr de bien comprendre le terme négationniste, comment on pouvait appeler les attitudes, comment appeler l'attitude des États-Unis, qui notamment refusent de reconnaître le génocide arménien et qui continuent à accepter d'accueillir Forisson, en fait. Est-ce que c'est une attitude négationniste ou est-ce qu'il faut qu'il y ait réellement une revendication à proprement parler? Je n'ai pas la même idée que vous au sujet du génocide arménien. En ce sens que si les Américains n'ont pas ratifié les déclarations des pays qui ont
reconnu le génocide arménien, il ne le conteste pas. Mais à partir de là, comment bien comprendre le mot si je n'arrive pas bien à percevoir en quoi la position des Américains aurait-elle sur le sujet une influence. Est-ce que le fait de refuser de reconnaître son existence peut être considéré comme du négationnisme ou pas? C'est simplement... À propos du génocide arménien? Oui, notamment, oui. Écoutez, je peux vous en parler aussi de ce sujet, parce que il m'a travaillé beaucoup et qu'il est encore d'actualité. J'ai plaidé aussi pour les associations arméniennes et j'ai fait des comparaisons entre l'un et l'autre, travaillé avec M. Yves Ternon qui s'est consacré à la chose, et il y a un négationnisme officiel du génocide arménien. Il est véhiculé non seulement par l'État turc, et c'est en quoi, pour moi, il s'apparente au génocide lui-même, parce que ce qui caractérise les génocides, c'est précisément d'émaner d'une structure étatique. Ce n'est pas une conviction, ce n'est pas un mode de pensée, le génocide. Le génocide, c'est toujours une solution politique d'un État contre des populations. Or, les Turcs qui ont effectivement exterminé 1,5 million Arméniens en 1915 l'ont fait au nom d'une politique d'État pour supprimer une population. Pour moi, c'est incontestablement un génocide et je considère que sa négation aujourd'hui est criminelle et elle est le fait d'un État. Il se trouve que Mémoire 2000 est engagé dans ce combat, puisque nous avons poursuivi la Chambre de commerce d'Istanbul, qui a diffusé un DVD sur le tourisme en Turquie, et qui est précédé d'1 heure de propagande anti-arménienne, et pour propager les thèses turques sur la négation du génocide. C'est le journal, figurez-vous que c'est le journal Time Magazine qui a diffusé ce DVD en cadeau, offert en cadeau aux lecteurs de Time Magazine, édité à 700 000 exemplaires, diffusé à travers le monde entier, dans 7 langues en même temps. Et la petite Mémoire 2000, qui veillait au grain, s'en est avisée. Et je suis bien obligé de vous le rappeler. C'est nous, c'est moi, qui ai pris la plume pour écrire au directeur de Time Magazine, pour lui dire, attention, vous êtes fait avoir là. Vous n'avez pas regardé votre DVD que vous donnez à vos lecteurs. Il contient une propagande sur le génocide arménien, qui est tout simplement du négationnisme. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Ils ont publié une page entière d'excuses dans Time Magazine. Et par ailleurs, ils ont accepté, à la demande des associations arméniennes que j'ai conduites à Genève, au terme d'une négociation, à éditer un autre DVD à 500 000 exemplaires que nous avons diffusé et sur lequel on a essayé de rétablir la vérité. Vous voyez qu'il y a des aventures qui méritent qu'on s'en occupe. Des applaudissements pour Mémoire 2000, dont les valeureux combattants sont là, au 3e rang devant moi. Merci Claudine.
le Président. Quoi? Merci à notre Président. Ah oui. J'aurais une belle jambe quand aussi on me mettrait une statue. Non, pour l'instant, je suis bien là, et je trouve assez, je peux vous dire, je trouve assez injuste qu'on abandonne les Arméniens au milieu du gué. Parce que la loi Guesso, qui réprime la négation de la Shoah, paraissait tout à fait naturelle et incontournable. Et aujourd'hui, la loi qui étendrait la répression de la négation du génocide arménien n'a plus cours. Elle ne viendra plus jamais en discussion devant le Parlement français, puisque la mission Accoyer a décidé qu'il n'y aurait plus de loi mémorielle, et l'association de M. Nora a décidé que ça suffisait comme ça, on pouvait accepter de réprimer le négationnisme de la Shoah, mais les autres négationnistes, il fallait s'en accommoder. Et bien moi, je ne m'en accommode pas. Je voulais savoir, en fait, je voulais connaître quels sont les moyens de diffusion utilisés par les négationnistes, et y en a-t-il d'autres à part Internet? Oui, d'abord, lorsqu'on leur a fait ce fameux procès en 1981, Faurisson a trouvé un éditeur qui a accepté de publier un livre qui s'appelle « Mémoire en défense ». C'est un peu comme le mien, quoi. C'est le livre d'un procès dans lequel il a effectivement résumé tous ces arguments. Une maison d'édition est née à cette occasion qui s'appelait La Vieille Taupe, qui a eu, oui, parce qu'elle faisait son chemin sur terre, et c'était bien dit, Serge Thion et Pierre Guillaume en étaient les animateurs, et ils ont diffusé pas mal de livres, et en particulier les annales d'histoire révisionniste. J'en avais peut-être là un exemplaire, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Non, ça c'est votre lycée, c'est pas... Et ça c'est Mémoire 2000, c'est notre journal. Non, sérieusement, ils n'ont plus rien. En dehors d'Internet, c'est pas rien, ils ont, voilà, une brochure comme ça. La Vieille Taupe, vous voyez, 21 mai 2007. Le procès dont de Banater a donné lieu à l'édition d'une brochure comme ça, qui est le compte-rendu du procès par un négationniste, vu par un négationniste. Il m'a d'ailleurs été dédicacé par Pierre Guillaume, qui était un des émules de Faurisson, le 21 mai 2007, et je vous donne la dédicace, parce que je ne peux pas le faire circuler, à Maître Chouanneau, l'un des fondateurs de la religion qui commencera à s'effondrer le jour de sa promulgation. Ils comprennent qu'il faudra, c'est vous dire que, en fait, non, c'est vraiment Internet qui est le véhicule le plus sûr et le plus répandu, mais c'est considérable. À ce site Internet correspond un autre site, celui de Gilles Carmazin, PDHN, Petite Histoire du négationnisme, et qui est nourri de répliques au négationnisme. Il y en a quand même qui ne restent pas les deux pieds dans le même savon. Alors vous nous disiez que Mémoire 2000 avait réussi à ne pas laisser les Arméniens au milieu du gué, que finalement on pouvait être petit et aller à l'encontre d'une diffusion de 700 000 exemplaires. Effectivement, vous vous adressez là à de jeunes générations. Comment réagir face à la tribune internationale qui est offerte au président iranien? Est-ce que ça suffit que les dirigeants, lorsqu'ils tiennent un certain nombre de propos, quittent la salle, fût-ce avec pertes et fracas? Est-ce que ça n'est pas là aussi un des vecteurs, même si la situation bien sûr est plus complexe que cela, du négationnisme aujourd'hui? Oui, c'est sûr
c'est le négationnisme véhiculé par un État qui fait que le négationnisme de la Shoah a une actualité particulièrement douloureuse et blessante que n'a pas le négationnisme arménien. Car aujourd'hui, les Turcs ne veulent en rien exterminer les Arméniens. Je crois même qu'il est question qu'ils se parlent et qu'ils discutent entre eux. Mais le président Ahmadinejad, il utilise bien le négationnisme pour monter les populations iraniennes contre l'État d'Israël, dont il demande la suppression. Et le négationnisme est ici une arme internationale actuelle à l'œuvre. Et croyez-moi, elle est bien plus efficace que la bombe atomique ou que des divisions entières sur l'État d'Israël, parce que la déconsidération dont le peuple juif, à travers l'État d'Israël qui l'incarne, pourrait faire l'objet, est beaucoup plus dangereux que des divisions qui ne peuvent pas s'attaquer à un État malgré tout bien armé et qui sait se défendre. En ce sens, il est sûr que le président Ahmadinejad représente un danger, et Faurisson l'a bien compris, qui est allé se mettre à son service. C'est d'ailleurs en quoi on peut se demander s'il reste seulement un chercheur ou s'il n'est pas déjà passé dans le camp des militants contre l'État d'Israël, mais aussi contre les Juifs en général. Et ça n'est pas seulement les Juifs que cela concerne, c'est l'humanité tout entière, puisque vous savez que malgré tout cet État est en train de se doter de la force nucléaire, et que ça, plus le négationnisme, c'est quand même le mal absolu. À partir de là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Que faire? Que faire? Moi, j'ai une petite fille iranienne. Oui, c'est pas une plaisanterie. Mon fils a épousé une Iranienne. Et ils viennent d'avoir un enfant. Et leur plus cher désir, c'est d'aller en Iran. Et vous savez, mon fils, il est instituteur. Et bien, il n'a pas pu y aller à cause de son père. Parce qu'on sait à Téhéran que je prends la parole contre Ahmadinejad. Et les services de renseignement et de police iraniens l'ont empêché de partir dans le pays dont il rêvait. C'est la conséquence de sa filiation. Là aussi, je suis fier. En plus du fait que, comme ça, il va rester en France. Je suis plus tranquille de l'avoir que de le savoir à Téhéran, même avec sa femme et sa fille. Merci infiniment, maître. Je ne vous ai servi là que les hors-d'œuvre. Et comme chacun le sait, les hors-d'œuvre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça trompe la faim, mais après, il faut se mettre à table. Eh bien, je vous souhaite de vous mettre à table. Et n'hésitez pas à faire appel à moi, je viendrai.